Alors, on va venir maintenant aux choses un peu plus terre à terre, en revenant à l'anatomie locale. Le problème du maxillaire, c'est la présence d'une grande cavité que vous connaissez, qui est le sinus maxillaire. Et ce sinus maxillaire va compliquer de manière importante la mise en place des implants, vous le savez. Alors, à l'origine, ce sinus maxillaire, à la naissance, ce sinus maxillaire, il n'existe pratiquement pas. Il est limité à la taille d'une petite lentille. Ce sont mes petits-enfants qui, généreusement, ont participé à l'illustration de ce diaporama. Donc, entre 1 et 4 ans, le sinus est très très petit, la taille d'une lentille, il n'est pas visible radiologiquement. Vous voyez ici, à l'âge de 2 ans, vous voyez qu'il y a très très peu, l'os maxillaire est très peu développé et que le sinus ne peut pas avoir un certain développement du fait de la présence des germes des dents définitives et lactéales qui sont dans la cavité sinusienne. C'est un peu gênant. Ce sinus commence à être visible autour de l'âge de 5 ans. C'est-à-dire que si vous faites une radiographie panoramique sur un enfant de 5 ans, on commence à voir le sinus maxillaire, vous voyez, qui est ici visible de manière assez suffisante pour vous voyez, par rapport à la cavité orbitaire. Ici, le rocher est dans la cavité orbitaire, c'est pour ça qu'on voit pas bien la cavité. Vous voyez que ce sinus maxillaire a quand même déjà un certain développement. Ce développement va continuer lentement à se faire. Ici, à 6 ans, vous voyez que le sinus est parfaitement visible. Ici, c'est une cavité infectée. Donc, et c'est vers l'âge entre 12 et 15 ans que le sinus maxillaire va atteindre son développement quasi définitif. C'est-à-dire qu'à 15 ans, la différence entre le volume d'un sinus d'un enfant de 15 ans et celui d'un sujet adulte est très faible. Bien sûr, quand cet enfant sera adulte. Et le développement final du sinus maxillaire va se faire, évidemment, au moment de l'évolution de la dernière molaire maxillaire, c'est-à-dire la dent de sagesse, qui va se situer autour de 18 ans, mais qui peut se faire beaucoup plus tardivement. Une fois ce sinus constitué, eh bien, il faut savoir que entre différents individus, les tailles des sinus et la répartition des volumes est extrêmement différente. Et c'est pour ça qu'on classe les sinus en différentes catégories. Les petits, les moyens et les grands sinus. Ça, c'est une classification arbitraire, mais c'est pour se donner une idée de leur taille. Ici, sur la diapositive de droite, la partie droite, vous voyez un tout petit sinus. Ce sinus n'a même pas à une hauteur moyenne de 20 mm environ. Vous voyez ici, le cornet nasal inférieur, il a à peu près la même hauteur qu'un cornet nasal inférieur, c'est-à-dire autour d'1,5 cm, 2 cm. Ici, vous voyez un sinus de taille moyenne. Comment peut-on définir un sinus de taille moyenne? Eh bien, le volume du sinus de taille moyenne correspond au volume de la cavité orbitaire. Donc, quand vous avez un sinus qui est à peu près la même taille que la cavité orbitaire, c'est un sinus de taille moyenne. Donc ça, c'est une classification pour se donner un ordre d'idée. Mais les sinus peuvent être beaucoup plus grands et englober la totalité de l'os maxillaire et avoir un volume très important, comme vous voyez ici, où vous voyez que la cavité orbitaire est ici, vous voyez le bulbe oculaire ici, on le voit là, et vous voyez que le sinus est énorme, il est beaucoup plus grand que ne l'est la cavité orbitaire elle-même. Ces sinus sont, dans certains cas, symétriques, mais la plupart du temps, ils ont toujours une légère asymétrie. C'est-à-dire que entre le sinus droit et le sinus gauche, il est rare de voir une symétrie parfaite. Ils peuvent être réduits dans tous les sens. Ici, vous voyez un sinus qui est réduit transversalement, et alors que ici, on a un sinus de taille moyenne. Alors que ici, vous voyez bien qu'il y a une réduction très importante transversalement. De ce côté-ci, vous voyez un sinus de taille moyenne et ici un petit sinus avec un polype intrasinusien. Vous voyez ici, sur deux coupes, une coupe axiale et une coupe frontale, vous voyez ici un sinus de taille moyenne et un sinus de petite taille. Voilà, on va les revoir. Vous voyez sur cette coupe frontale, vous voyez ce sinus-là, et vous voyez qu'ici, il est plus réduit transversalement. Donc il y a toutes les possibilités dans la variation des sinus. Il y a aussi, dans les sinus, c'est son aspect interne de ce sinus. Un sinus peut être lisse ou il peut être cloisonné. Et ça, c'est très important en implantologie, parce que quand vous avez un sinus lisse, quand vous êtes amené à faire des comblements sous-sinusiens, vous n'aurez aucune difficulté à les réaliser, si vous respectez bien sûr les règles de la réalisation de l'ouverture des fenêtres. Quand il s'agit d'un sinus cloisonné, eh bien, il faut bien déterminer la situation des cloisons et savoir ce qu'on va pouvoir en faire.
Donc ici, vous voyez par exemple un sinus parfaitement lisse. Donc quand on va être amené à intervenir ici pour faire un comblement sinusien ou pour soulever la muqueuse sinusienne avec un impacteur pour pouvoir décoller cette muqueuse, eh bien, ce sera relativement simple. Alors que si on a un sinus comme cela, eh bien, on aura énormément de mal, si vous voulez, à décoller la muqueuse. Donc il faut bien repérer l'existence ou non de ces cloisons. Et sur une simple radiographie panoramique, vous pouvez imaginer l'existence ou non de cloisons. Surtout actuellement, avec les clichés panoramiques qu'on vous donne, qui sont numérisés. Donc vous pouvez jouer, souvent vous avez le CD-ROM qui va avec, donc vous pouvez mettre le CD dans votre ordinateur, jouer sur le niveau des grilles, et donc par conséquent, vous verrez sur la panoramique des espèces de traits de refend à l'intérieur de sinus qui ne correspondent pas à des superpositions anatomiques. Puisque dans la cavité orbitaire, les seules superpositions anatomiques que vous allez voir, c'est la lame verticale, c'est l'angle, le bord du bord antérieur de la grande aile du sphénoïde, c'est la petite aile du sphénoïde, mais ce sont des lignes bien définies et parfaitement reconnaissables au niveau radiographique. Alors que si vous voyez des cloisons, des petits traits qui barrent le sinus maxillaire comme une virgule, eh bien ça, il faut vérifier, en jouant sur les contrastes, il faut vérifier s'il s'agit de cloisons ou pas. Et au moment où vous réaliserez le scanner pré-implantaire, eh bien, vous demanderez au radiologue, vous direz, il me semble qu'il y a des cloisons intrasinusiennes, et le radiologue, soit en vous donnant le CD-ROM, ce qui est la plupart du temps le cas, vous verrez s'il y a effectivement des cloisons, en jouant sur le niveau des grilles, et si il vous donne pas le CD-ROM, eh bien, vous lui demanderez de vous fournir des clichés avec des graduations différentes de niveau de grille. Ce sinus maxillaire, non seulement il peut avoir des formes variables, il peut avoir des volumes variables, mais aussi il peut utiliser toutes les possibilités d'extension qui s'offrent à lui. Et quelles sont les possibilités d'expansion? Eh bien, il y a des expansions assez courantes, si l'on peut dire. Ce sont les expansions antérieures dans le processus frontal du l'os maxillaire, c'est-à-dire dans la région canine, la région antérieure et supérieure. Et puis des expansions latérales, ici, comme vous le voyez là, cet enfant de 13 ans, dans l'os zygomatique que vous connaissez, qui est ici, qui ne s'appelle plus malaire, pour ceux qui sont restés à la nomenclature ancienne, on n'appelle plus le malaire, ça s'appelle l'os zygomatique. Et ici, vous voyez une expansion latérale dans l'os zygomatique qui est complètement creux chez ce sujet-là. Donc ces expansions, elles sont variables d'un individu à l'autre. Donc je vous disais qu'elles se font essentiellement vers l'avant et vers le dehors, comme vous pouvez le voir sur cette coupe axiale, vous voyez, et un petit peu postérieurement, mais ça c'est relativement limité puisque la tuberosité maxillaire, elle est la plupart du temps déjà pneumatisée, donc il n'y aura pas beaucoup de développement postérieur. Un dernier type de développement qui est beaucoup plus embêtant au niveau implantaire, c'est le développement de processus inférieurs qui descendent entre les racines dentaires et qui peuvent même être amenés à passer entre deux racines. Donc vous imaginez, chez un patient comme ça, quand vous allez enlever une dent, eh bien le sinus maxillaire va être complètement au contact quasi direct de la crête. Donc chez les gens qui ont des dents pluriradiculées avec des racines divergentes, vérifiez bien que le sinus maxillaire ne descend pas entre les racines, et ça se voit très bien sur les coupes scanners, donc vous ne serez pas amené à mettre des implants tout de suite, mais au moins gardez en mémoire sur votre ordinateur, dans votre cabinet, les clichés du temps où le patient avait ses dents, pour le moment où il n'y en aura plus, et que vous pourrez donc comparer avec les clichés initiaux.